Donc quand on entend par négrophobie, donc ça c'est une chose qu'on a définie, parce qu'il faut comprendre, je vais m'arrêter un peu là, il faut comprendre l'hypocrisie du contexte néocolonial français, comme les contextes des États impérialistes, la Belgique en est un, les États-Unis en sont, etc. etc. Donc il faut comprendre qu'en France, il y a une hypocrisie particulière, puisque la France s'est autoproclamée, et je dis bien autoproclamée, pays des droits de l'homme. Dans ce contexte-là, il y a une tradition antiraciste qui s'est elle aussi autoproclamée et qui donne l'impression que nos problèmes sont résolus de fait, parce que la France est un pays de droit, il n'y a pas de droit au racisme, que la Constitution ne reconnaît pas la race, et bref, tout un tas de fables que si on s'y penche de plus près, on voit que rien ne tient debout. Mais c'est vrai qu'on a tendance à réciter ça à l'école, on a tendance à réciter ça tous les jours, donc on finit par le croire sans le vérifier. Et c'est vrai qu'il y a une question une tradition antiraciste en France, avec des mouvements qu'on connaît comme, j'aime pas nommer parce que le but c'est pas de nommer pour nommer, il faudrait qu'on ait une discussion de fond, mais en tout cas il y a une tradition antiraciste en France, et qui sous-entend qu'on lutte contre le racisme. Mais lutter contre le racisme, pour nous, c'est aussi naïf que de dire on lutte contre la maladie. Quand on va voir le médecin et qu'on est malade, il ne nous dit pas, bon, ben, vous avez une maladie, parce qu'il n'y a pas un médicament qui guérit toutes les maladies. Il faut qu'ils disent, par exemple, on a le cancer, le sida, un rhume, etc., et qu'ils donnent un médicament adapté à cette maladie. Et donc, nous, il nous a paru essentiel dans ce cadre citoyen, dans ce cadre où, soi-disant, tous nos problèmes étaient résolus de fait parce que la Constitution, elle est belle, elle est jolie, il nous a fallu donc définir le racisme particulier par lequel nos vies ont été discriminées, ségrégées, etc. Et on l'a nommé la négrophobie, non pas parce qu'on estime que le terme est juste, mais on va l'imposer comme tel, parce que pour ceux qui savent, d'un point de vue étymologique, un racisme qu'on connaît, c'est l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est pas un terme juste, puisque le sémite est à la fois les personnes juives, mais aussi les personnes que l'on désigne comme arabes. Mais pourtant, tout le monde convient que l'antisémitisme, ça cible particulièrement les juifs maintenant. Et on intègre que c'est un racisme dirigé à l'endroit des populations juives, etc. Donc la négrophobie, peu importe que ce soit juste, pas juste, on sait, nous ce qui importe, c'est que quand elle résonne, quand par exemple on va dans un magasin et qu'on porte nos t-shirts, les gens sentent tout de suite le malaise. Il n'y a pas d'ambiguïté, ils comprennent tout de suite qu'il y a un problème de racisme envers les Noirs. Donc c'est l'efficacité du terme qui nous intéresse là-dedans. Et donc, c'est ce dont on va insister, et Valérie en a parlé un peu avant, c'est du fait qu'il est important de décoloniser nos esprits. On croit que la première des décolonisations, c'est la décolonisation physique, mais il est important avant cela de décoloniser nos esprits, et ça paraît évident de définir la négrophobie et de l'analyser, mais tout est fait dans le système pour nous empêcher de voir par nous-mêmes cette problématique, de l'analyser et de la spécifier. Et on invite toutes les communautés, non pas pour nous diviser, mais pour savoir précisément de quoi on parle, à bien étudier et à dessiner les frontières du racisme, parce que les cheminements du racisme anti-noir ne sont pas les mêmes que le cheminement du racisme anti-asiatique, ne sont pas les mêmes que le cheminement du racisme anti-arabe, et etc., etc., parce que les colonisations sont différentes. Par exemple, toutes ces populations n'ont pas vécu l'esclavage occidentalo-chrétien, etc., etc. Donc, on a défini la négrophobie, ça paraît simple, et la définition, elle était un peu avant. En gros, ça résume voilà, l'idée pure et simple d'un racisme anti-noir qui se nourrit de peur, de haine et ou de mépris pour tout ce qui a trait au monde noir, à la culture noire ainsi qu'à la personne noire. Sachez que ça, c'est une vision réduite de la définition parce qu'elle est un peu plus longue, et ensuite, dans ce livre, on théorise beaucoup plus sur la question. Mais pour comprendre de manière simple, la négrophobie, c'est comme ça qu'on l'a définie, c'est clair, c'est un racisme qui vise particulièrement les Noirs, ce qui ne veut pas dire que les autres racismes n'ont pas d'importance dans la question de la lutte contre le racisme, c'est bien une précision. Comme dans les maladies, toutes les maladies sont importantes à combattre, mais elles ont des noms précis en fonction de ce qu'elles représentent. Donc voilà, notre vision du racisme, elle est basée un peu sur la définition de Stokely Carmichael. C'est un individu, un résistant, un militant, un aigle-marron moderne, hein, va-t-on dire, puisqu'il faut savoir que les Noirs n'ont jamais cessé de combattre depuis leur oppression, quoi qu'en disent les livres d'histoire et la télévision qui nous dénigrent, la télévision d'État. Donc Stokely Carmichael et Charles V. Hamilton, qui est un peu moins connu que Stokely Carmichael, mais qui est tout aussi important,
ont écrit un livre qui s'appelait Racisme. Attends, je vais prendre un autre. C'est pas Black Power? Oui, Black Power, effectivement. Ils définissent effectivement la question du racisme d'État, c'est Black Power, tout à fait. Et donc, c'est une politique fondée sans embâche sur la considération de race dans le but d'assujettir un groupe racial et de le maintenir sous tutelle. C'est très important cette notion parce que c'est là-dessus qu'on base. Une fois qu'on comprend ce qu'est le racisme d'État, on comprend qu'on ne peut pas appeler tout et n'importe quoi racisme. Le racisme, c'est un logiciel, une arme qui permet, donc une politique, qui permet en prenant le concept de race, en s'appuyant sur le concept de race, d'assujettir un groupe racial, donc un peuple, un pays, etc., et de le maintenir sous tutelle. On est clairement dans l'esprit de la colonisation ou de l'esclavage. Il faut comprendre que c'est comme un poison qu'on injecte dans le cerveau qui convainc l'individu de son infériorité, qui l'aliène complètement. Cet individu va reprendre à son compte les préjugés ou les termes discriminants qui le désignent, comme s'ils étaient la réalité. Et donc la colonisation la plus aboutie, il faut savoir que c'est celle où, je crois que des gens comme Malcolm X en parlent, etc., c'est quand le colonisé va prendre l'arme du maître, et au lieu de la retourner contre le maître, il va défendre le maître. Là, donc c'est l'auto-aliénation. Pour la pacification des zones, nous manquions de forces vives européennes. Et nous avions la consigne de recruter localement. La force publique, chargée de mener les guerres de conquête et de maintenir l'ordre, recrutait donc ses soldats sur place. Libérés. Voilà la désignation de ces nouvelles recrues. Dans un rapport, le juge de Zager constate: le libéré est enchaîné. Soit. C'est une nécessité. Souvent brutalisés et toujours abandonnés dans la solitude, ce sont des gens qui n'ont jamais vu de blanc et qui n'apprennent à les connaître que par les mauvais traitements qu'ils subissent. Je leur explique en riant qu'ils sont à la chaîne par nécessité, parce que d'autres s'étaient enfuis, mais qu'on les amènerait dans une autre région et que là ils seraient soldats, comme ceux qui les gardent maintenant. Et donc le racisme permet cela. Ça veut dire à un moment on intègre concrètement les images qui nous infériorisent et on les développe. Donc on devient nous-mêmes les relais de ce racisme et les relais de notre colonisation. En gros, pour comprendre l'idée, c'est que nos cerveaux, c'est comme des ordinateurs, c'est comme et dans ces ordinateurs, puisque le cerveau c'est comment dire, comme un disque dur, eh ben on insère un logiciel, un programme. Et ce programme, si il va contre nos intérêts, ben on fonctionnera naturellement contre nos intérêts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme si cet ordinateur est programmé pour passer l'aspirateur, ben on ne pourra pas le faire voler dans le ciel. Parce qu'il est programmé pour passer l'aspirateur. Donc pour qu'il puisse voler dans le ciel, il faudra rentrer un nouveau logiciel pour qu'il puisse voler dans le ciel. Si l'ordinateur qui nous éduque nous invite à nous considérer comme inférieurs, il ne faut pas croire qu'avec ce programme dans nos têtes, on pourra un jour s'émanciper. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que, pour faire simple, parce qu'après on va passer à la suite, on est dans des pays capitalistes. Les Occidentaux sont connus pour être capitalistes. C'est eux qui ont inventé ce concept. Les Européens, les Américains sont des Européens, rappelons-le, les Blancs américains. Eh bien, il faut comprendre que, par exemple, en France, comme en Belgique, il y a une tradition qui dit que l'éducation est gratuite et obligatoire. Mais ça sous-entend, en gros, ça en revient à dire l'école est gratuite et obligatoire. On doit se demander pourquoi dans un pays capitaliste qui ne fait rien gratuitement, pourquoi on nous éduque gratuitement. Alors nous, on pense que c'est pour formater nos esprits dans la même direction et être sûr qu'au lieu de réformer le système, on le pérennise. C'est-à-dire, des petits, ils prennent en charge notre manière de penser comme un ordinateur qu'on programme et on intègre des informations. On est noté pour vérifier qu'on suit bien la procédure, donc on est mal noté, bien noté, et donc ils sauront exactement vers quoi on tend, vers quoi on va, etc. Donc il faut bien comprendre que dans nos cerveaux, le logiciel, il est injecté depuis petit. L'école est le premier élément, mais vous avez la télévision qui, elle, de manière beaucoup plus mécanique, comme l'opium du peuple, vient renforcer ces stéréotypes. Je suis obligé de reprendre ça, même si on y reviendra, parce que c'est un point très important pour comprendre que la première étape nous, c'est pas une lutte contre le racisme, on appelle ça antiracisme parce que c'est la tradition occidentale ou française qui le parle. C'est une lutte décoloniale, c'est ça, c'est-à-dire l'antiracisme, c'est vraiment la question des occidentaux, c'est la manière de se déculpabiliser et c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Nous, c'est une lutte décoloniale, une lutte pour la vie, une lutte pour la décolonisation. Donc à l'intérieur de ça, il y a le racisme. Donc voilà. Donc ça reprend ce que je disais à peu près. Donc l'exploitation du peuple noir, comme des autres peuples colonisés, bien évidemment. Mais nous,
spécialité, même si on lutte contre le racisme d'État en général, c'est la négrophobie en particulier, puisque le racisme qui nous a visé de manière chirurgicale, c'est bien le racisme anti-noir qu'on a désigné comme négrophobie. Donc l'exploitation du peuple noir est basée sur une idéologie inavouable. On a remis donc le concept avec des dessins tout bien faits, d'une puce qu'on met dans le cerveau, etc., considérer que c'est le poison que nous injecte l'éducation nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école, parce qu'on est dans une règle du jeu qui l'impose. Mais il faut savoir qu'il faut, savoir en tirer le meilleur et savoir apprendre à lire entre les lignes. Aussi bien de la télévision que des livres d'histoire. Les livres d'histoire racontent un tas de mensonges. Je peux vous montrer un magazine très connu, le Nouvel Observateur, qui parle des mensonges de l'histoire de France. Donc il y a plein d'histoires pour créer l'identité nationale forte, etc., qui viennent encenser des personnages qui en fait n'ont jamais été aussi valeureux que la France nous les montre. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à décrypter le racisme, et dans notre cas, la négrophobie. Donc le premier, en haut de la pyramide, le racisme d'État. Le racisme d'État, c'est quoi? Il faut bien comprendre c'est quoi le racisme d'État. C'est pour faire simple et c'est un schéma, c'est que vous avez Dr Jekyll et Mr Hyde. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Dr Jekyll et Mr Hyde, il faut imaginer quelqu'un qui se présente avec un beau visage, il est gentil, etc. Mais au fond, il a aussi un monstre en lui. Un monstre en lui. Donc le racisme d'État, c'est quoi? C'est celui qui se cache derrière l'État-providence. En France, on appelle ça l'État-providence. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. C'est-à-dire l'État qui, soi-disant, est là pour dire qu'on est tous égaux, etc. Et le racisme d'État, c'est la fâche cassée, c'est-à-dire c'est les deux faces d'une même pièce. C'est la fâche cassée, la face qui ne s'avoue jamais, c'est celle qui fait la France-Afrique. C'est en gros, je vous donne une image comme ça, elle sera claire et simple, c'est-à-dire que vous avez une famille, il y a le papa, les enfants l'adorent, le papa il est bien, il ramène des cadeaux de Noël, tout, il est magnifique, il ramène la dinde, tout, il s'habille en Père Noël quand il faut faire le Père Noël, et le soir, qu'est-ce qu'il fait? Personne ne le sait quand les enfants ils dorment, il va violer des enfants dehors, etc. Jamais ses enfants, donc quand il rentre chez lui, on va dire, les enfants diront mon père est magnifique, mais quand il sort dehors, il va violer des enfants qui sont ceux des autres. C'est ce que fait la France quand chez elle, elle montre une image, la France ou d'autres pays occidentaux qui montrent une image clean, et dehors, ils vont faire la France-Afrique et faire des choses qu'ils ne se permettraient jamais de faire à leurs enfants. C'est dans la violence que débute l'histoire de la cohabitation entre blancs et noirs en Afrique. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc voilà ce qu'est le racisme d'État. C'est un monstre, très clairement. C'est un monstre qui agit depuis des siècles et des siècles. Puisque nous, comment on a connu le racisme d'État, par exemple français, européen via les Américains ou d'autres pays, c'est à travers l'esclavage occidentalo-chrétien. Je parle bien du cas occidental. Donc le racisme d'État, et pour nous, il est relayé ou renforcé par ce qu'on appelle les racismes populaires. Et c'est là-dessus qu'on va axer notre explication en essayant d'aller très vite. Donc il y a les racismes populaires qui pour nous sont, Valérie Brix en a parlé tout à l'heure, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que l'éducation nationale, la télévision véhicule des schémas qui sont basés sur des stéréotypes raciaux, etc. Et le peuple prend ça pour des vérités, nous y compris, et donc relaie ce genre d'image, du genre le noir, il y a Senghor qui a dit lui-même la culture est hélène et ouais, la raison est hélène et l'émotion est nègre. Voilà, c'est ce genre de stéréotypes qui sont clairement véhiculés dans les médias, dans les livres, etc. Et le racisme populaire, qu'on soit blanc, noir, etc., quand on a intégré ces mensonges d'État, eh ben, finalement, on va les balancer comme des vérités qui vont laisser entendre que le blanc est supérieur, le noir est inférieur, et donc on va renforcer le racisme d'État qui lui va faire semblant de dire « mais non, il ne faut pas être raciste, c'est pas bien, etc. » Mais c'est qu'il a des agents inconscients qui viennent constamment. Donc lui, en fait, le racisme populaire dit tout haut ce que le racisme d'État pense tout bas, ce qu'il n'ose pas dire, etc., etc. Les contre-racismes populaires, ce sera la notion la plus importante, parce qu'à notre avis, c'est une notion un peu révolutionnaire qu'on va développer, parce que le reste, à la rigueur, on peut dire qu'on le connaît, etc. Mais c'est l'idée sur laquelle on va plus s'appuyer. Donc le racisme d'État s'apparente à une... Voilà, pour comprendre, pour donner une image, notamment aux plus jeunes, le racisme d'État,
s'apparente à une usine de fabrication d'armes néocoloniales, d'infériorisation, d'exploitation, d'exclusion, d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom. Si vous vous rappelez de la définition de Stokely Carmichael, la différence à faire entre le racisme d'État et le racisme artisanal qui est celui du peuple, celui que le peuple véhicule de manière inconsciente ou consciente, c'est que le racisme d'État a une force de diffusion industrielle. C'est-à-dire c'est une force de diffusion à travers la télévision qui ne peut pas égaler un individu. Je m'exprime mal, mais parce que c'est pas là-dessus qu'on va insister, mais il faut bien comprendre que le racisme d'État, c'est une machine qui s'appuie sur des institutions, qui s'appuie sur la télévision, sur l'école, etc., et qui a une force de diffusion néocoloniale. C'est vraiment quelque chose de nucléaire, quoi. L'ingénierie du consentement, c'est quelque chose qu'on a pris, c'est un concept qu'on a emprunté à Noam Chomsky, qui est un intellectuel de renom, et ça explique que souvent, par exemple dans les pays démocratiques, c'est très flagrant. On dit que c'est des démocraties, mais en fait, la démocratie n'existe pas. Je vous donne un exemple simple. Vous prenez un jeune noir, je parle de noir parce qu'on parle bien de négrophobie. Il a la double nationalité et il doit, à partir d'un certain âge, choisir s'il sera français ou s'il prendra son pays d'origine qui est en Afrique. On peut parier que sur 99% des cas, les gens choisiront la nationalité occidentale. Pourquoi? Parce que depuis petit, vous avez des images qui sont imbriquées dans vos têtes où d'un côté, on vous laisse entendre qu'il y a la mort, la maladie, la sauvagerie, les coups de machette. De l'autre côté, la vie, la réussite, Dallas, les feux de l'amour, etc. Vous allez choisir quoi? Un minimum d'intelligence, et vous croyez que votre choix il est conditionné par un choix démocratique. Mais votre cerveau est déjà pris dans l'ingénierie du consentement. Quelque chose qui a déjà préparé votre esprit, qui a déterminé le choix que vous croyez être le vôtre. Eh bien, dans la question des élections, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, vous êtes éduqué dans un système qui déjà vous fait comprendre que vous êtes hors du jeu. Et comprenez que ce n'est pas par hasard qu'il y a si peu de minorisés qui s'intéressent ou qui rentrent ou qui constituent des partis politiques. Tout est fait pour nous exclure du jeu. Je ne développerai pas beaucoup plus là-dessus, mais pour rester là, donc vous avez le racisme d'État, les principaux outils de relais, l'éducation nationale, les médias de masse, tout ça, normalement, il y a des flèches qu'on ne voit pas là, tout ça participe à contrôler le cerveau, et le cerveau, ça va déterminer, après ces données-là qui rentrent, les destins collectifs ou les destins individuels. C'est comme ça qu'on a des parcours qui nous projettent souvent dans la délinquance, souvent, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que voilà. Donc, pour passer à la suite, donc l'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur et l'esprit de l'opprimé, ça rejoint l'idée, ça c'est une phrase me semble-t-il, de Steve Pico. Donc voilà, on passe à la suite, tout est résumé. Voilà, le syndrome Tarzan, je ne m'attarderai pas beaucoup dessus, mais vous voyez Tarzan, c'est l'une des... Vous regardez sur Google, c'est sans doute le film qui a été le plus vendu dans le monde. Tarzan, c'est le symbole, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un blanc, il échoue en Afrique parce qu'il est bébé. Bon bref, déjà c'est un mythe. Il faut savoir que la vraie histoire de Tarzan, c'est que des singes. Il faut se demander comment les singes sont devenus des noirs. Donc déjà, il y a déjà un problème gravissime. Et c'est un mythe, hein. C'est-à-dire à la base, c'est un gars qui avec des singes, d'un coup les singes deviennent des noirs. Ensuite, ce gars-là, il échoue en Afrique. Échouant en Afrique, il est bébé. C'est-à-dire, c'est un gars qui n'a aucune chance de survivre, mais il survit parce que genre, il y a une supériorité de la race qui lui permet de survivre dans un truc comme ça. Et non seulement il survit, mais en plus il apprend, sans que personne ne lui apprenne, sauf les singes, à maîtriser la faune et la flore africaine. Mais sous-entendu que les Africains qui habitent là depuis des millénaires n'ont jamais réussi à dominer. Donc les éléphants, ils arrivent, lui, il arrive à leur parler, les Africains, ils courent en sens inverse. Les lions, ils arrivent, lui, il arrive à les battre, les Africains, ils courent en sens inverse. Voilà, et qu'est-ce que ça laisse entendre, Tarzan? Que sans le blanc, le noir n'est rien. Il ne peut même pas comprendre son propre environnement. Et là, nous, on a appelé ça le syndrome Tarzan, parce que l'impact, beaucoup d'entre nous, en fonction de la génération, ont été éduqués avec ce genre de film. Et ce film-là, on adorait les héros. Et on ne pouvait pas aimer l'Africain par intelligence, parce que l'Africain était présenté comme un sauvage, l'os dans le nez, qui mangeait le blanc, etc. Et tout le monde a connu l'Africain comme ça. Et il faut comprendre que Tarzan, il vit en Afrique, hein.
ben, on lui a importé une blanche. C'est-à-dire qu'à la base, le scénario a réussi à lui trouver une blanche qui arrive. Tout le temps avant que la blanche arrive, il vivait avec Chita. Il n'a jamais vécu avec la moindre noire, etc. C'est-à-dire le truc est pire. Si vous analysez le générique, vous allez sur Dailymotion ou YouTube, vous allez voir dans le générique, tous les blancs ont leur nom. Jed c'est un tel, Tarzan c'est un tel, Cheetah, herself. Cheetah, herself, ça veut dire elle-même. C'est-à-dire le singe, les noirs, aucun des noirs n'a son nom dans le générique. Quand vous analysez entre les lignes, vous voyez le délire. Comment l'aspect suprémaciste il est dedans. Donc pourquoi le syndrome Tarzan? Pourquoi on a mis 2 CD ici? C'est le concept d'égalité. Quand vous voyez 2 CD, ça laisse entendre qu'on est tous pareils. Parce que vous les regardez, vous ne pouvez pas les distinguer. Mais maintenant, c'est les micro-sillons qui sont à l'intérieur qui font que quand vous jouez ces CD, ils jouent un air différent. Si les micro-sillons qu'on a gravés à l'intérieur de vos cerveaux jouent l'air de la discrimination, des préjugés, etc., vous rejouerez cet air-là contre vos intérêts. Si, par exemple, dans l'autre CD, on a gravé l'air de la supériorité, etc., et qu'il est destiné aux Blancs, ils rejoueront cet air-là. Et donc, c'est ça qu'il faut déprogrammer dans la tête des Blancs et des Noirs, c'est-à-dire ce que le racisme d'État a programmé. Donc, on passe à la suite. Voilà, bon, ça c'est un truc pour montrer, ça c'est l'apparence du racisme de l'État français. C'est-à-dire, il se présente comme quelque chose d'angélique, qui défend les droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit, mais en vérité se cache derrière ce qui a causé l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, bon, pour les États occidentaux en général, etc. L'hydre du racisme. C'est quoi l'hydre du racisme? On a repris les concepts des contes de fées parce qu'on a tous été éduqués aux contes de fées qui nous ont appris à aimer le prince, la princesse qui était toujours blonde et jamais cheveux crépus. Mais bon, ça c'est encore un détail. Et il y avait un monstre toujours qui vous lui coupez une tête, il y en a un autre qui pousse, il y en a un autre qui pousse. Vous lui coupez, il y a une autre qui pousse. Tant que vous n'avez pas visé le cœur, eh ben, le monstre il meurt jamais. Eh ben, le racisme d'État, c'est ça. Vous voyez, on a coupé la tête de l'esclavage. On croit que c'est fini, mais naît celle de la colonisation. On coupe celle de la colonisation, on croit que c'est fini, mais naît celle de la ségrégation. On coupe celle de la ségrégation, on croit que c'est fini, mais naît celle de la néocolonisation dans laquelle on est aujourd'hui. En d'autres termes, la guerre qui est menée contre l'homme noir depuis au moins 5 siècles, ne s'est jamais arrêtée. Elle a tout juste changé de forme et on croit que parce qu'on change le nom et qu'on passe de l'esclavage à la colonisation, on croit qu'on change d'État. Mais le point commun, justement, entre tout cela, si on appelle ça lutte anti-esclavagiste, on croit que c'est fini. Et on se dit, bon, ben c'est bon, heureusement que ça c'est fini. Et après on parle colonialisme et comme il y a eu les fausses indépendances, on croit que c'est fini. Donc mais en fait, le point commun entre tout ça et qui n'a jamais changé, c'est que le dénominateur commun à tous ces États de guerre menée contre l'homme, la femme noire et l'enfant noir, c'est la négrophobie justement. C'est le fait de savoir que c'est cette négrophobie qui a toujours évolué et qui s'exprime aujourd'hui de manière plus moderne à travers les films, les dessins animés, etc. On passe à la suite. Donc voilà, ça c'est, voilà, c'est le racisme populaire dont j'ai parlé. Il me reste 5 minutes. 5 minutes, les gens ils relaient ça. Donc le gouvernement invisible, c'est une idée importante, c'est l'idée du racisme d'État qui ne se voit jamais, mais ça on ne pourra pas développer dessus. C'est Noam Chomsky, des gens comme ça en ont parlé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un gouvernement, vous voyez les Hollandes, etc., mais ce n'est pas eux qui dirigent. C'est souvent, là aujourd'hui, on parle des entreprises impérialistes, etc. C'est elles qui décident de comment doit aller le monde. Par exemple, ce qui se passe autour de l'islam est très lié à ça. Ça s'est déjà passé autour de l'Afrique, sauf qu'on l'a oublié, mais pour exploiter nos matières premières telles qu'ils les exploitent, c'est qu'ils ont dû justifier que l'homme noir était un sauvage, qu'il avait besoin du blanc pour aller, pour gérer son pays, et donc par ce biais-là, ils ont justifié l'ingérence. Les contre-racismes qui sont les agents opposants au racisme d'État, je vais essayer de développer, mais il faudra que vous me posiez des questions au moment du tour de parole. C'est l'idée, on va essayer de la résumer clairement. Donc vous avez les racistes populaires qui sont des relais, donc des agents partisans du racisme d'État, qu'ils soient conscients ou inconscients, ces agents. Et il y a les contre-racistes qui sont donc des agents opposants. Ça, c'est un concept qu'on a développé. Et l'idée, ça veut dire quoi? Pourquoi on appelle ça contre-racisme? Donc je vais essayer de l'imager de manière simple. Quand quand il y a un argument, on oppose à cet argument un contre-argument. Quand il y a une attaque, on oppose à cette attaque une contre-attaque. Quand il y a une offensive, on oppose à cette offensive une contre-offensive. Donc on estime que quand il y a racisme,
il y a un contre-racisme qui se développe. Ça veut dire que si vous ne posez pas la mauvaise question, vous n'avez pas la mauvaise réponse. Eux, c'est ce qu'ils appellent le racisme anti-blanc. Nous, on ne dit pas que c'est du racisme anti-blanc parce que le système qui justifie le racisme qui est dirigé contre les Noirs est un système, comment dire, industriel. C'est une machine inimaginable. C'est l'empire de la guerre des étoiles, c'est un bordel. C'est un truc inimaginable. Tandis que le contre-racisme, c'est quelque chose de complètement spontané, qui vient, tu m'as dit sale noir, je t'ai dit sale blanc, mais qui n'est pas relayé, qui n'est pas renforcé par une quelconque machine. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de conceptualiser ça, parce qu'on tombe dans le piège à tout rendre équivalent. On dit, il y a le racisme anti-noir, ouais, mais il y a aussi le racisme anti-blanc. Donc 0-0, la balle au centre. Il va falloir conceptualiser les choses de manière à ne pas tomber dans les pièges qui visent à dire que, comment dire, justement, il y a racisme anti-blanc, il y a racisme anti-noir. Non, nous on dit, il y a racisme anti-noir et il y a contre-racisme. Ce qui est dirigent envers les blancs doit être certes condamnable du point de vue moral, etc., mais ne peut pas être jugé de la même manière qu'on juge un racisme anti-blanc, un racisme causé par les Occidentaux qui a créé l'esclavage, les entreprises génocidaires telles que l'esclavage, la colonisation, etc. Alors ce qu'ils appellent le racisme anti-blanc et que nous on appelle contre-racisme n'a jamais causé de tels cataclysmes à l'échelle internationale, etc. Donc il va falloir définir nos propres concepts. Et voilà. C'était à peu près ça, on pourra le développer, mais on dit que seuls les États impérialistes, et donc surtout pas le contre-racisme, donc seuls les États impérialistes ont le pouvoir de graver dans le marbre leurs lois racistes et d'imposer leur terrorisme d'État. Parce qu'on parle souvent de terrorisme quand on parle de Boko Haram, mais si on compare à l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, c'est-à-dire les Occidentaux ont une capacité à diviniser, à minimiser l'ampleur de leurs crimes. Mais les vrais terroristes, d'un point de vue historique, factuel, etc., c'est eux. Et ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas condamnables, mais on ne peut pas les mettre à la même échelle. C'est impossible. Conclusion, nous arrivons au terme, je pense, de la présentation. Merci. Conclusion, on attendra donc les questions pour conclure, mais c'est dire qu'il est important de prendre nos propres combats en main, parce qu'on cherchera toujours, c'est simple, hein, vous voyez de plus en plus, comment dire, c'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, je donne un exemple, il y a eu la marche qui a été appelée par la suite marche des Beurs, mais qui au préalable s'appelait de mémoire marche pour l'égalité. Eh bien, ça a été récupéré par les systèmes politiques français pour en faire SOS Racisme. La question noire, il y a eu une ébullition dans les années 2005. Automatiquement, l'UMP a créé le CRAN. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire le CRAN est mauvais et bon. J'ai dit que c'est une logique d'État. Il y a eu, et donc, à chaque fois qu'on va commencer à gagner d'un point de vue de la rue, du point de vue du terrain, ils chercheront à remborner. Et ça, c'est important de reprendre à notre propre compte et de ne pas se laisser récupérer ce genre de questions, et que la lutte pour la décolonisation, elle passe d'abord par les esprits, et si on ne comprend pas que l'éducation avant l'économie, etc., c'est le maître mot, parce que c'est par l'image qu'ils nous tiennent. S'ils ont réussi à nous dominer, c'est pas par la force avant tout, c'est par l'image. Ils nous ont convaincus qu'on ne les valait pas, et tant qu'on sera convaincu de cela, on ne se relèvera pas. Merci infiniment. Merci infiniment au porte-parole de la brigade anti-négrophobie. Merci. Un tableau à peu près évidemment de